Show du week-end sur la RTNC. C'est en direct depuis le studio Manguebi de la République, de la RTNC, tout de suite en direct. Vous êtes inspecteur général de finances, chef des services adjoints. Oui, vous pouvez enlever votre masque, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais un peu me séparer de vous. Voilà. Je disais, vous êtes inspecteur général des finances, chef de service adjoint, c'est-à-dire la deuxième personnalité de l'IGF. D'abord, la première question, comment se porte l'IGF? L'IGF se porte mieux aujourd'hui que par le passé. Je crois que ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, partout on parle de l'IGF. Et on ne peut pas ne pas se demander pourquoi est-ce qu'il en est aujourd'hui et pas plus qu'hier. Je crois que c'est quand même l'occasion pour moi de jeter le fleur au président de la République. Hein, parce que c'est vrai que l'inspection générale des finances a une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Vous savez, vous pouvez beau avoir une compétence générale, si chaque fois que vous devez agir, on vous dit vous ne devez pas aller à gauche, vous ne devez pas aller à droite, en tout cas, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas avancer. Mais en tout cas, le chef de l'État a fait en sorte qu'aujourd'hui, que l'inspection générale des finances a accès partout et peut contrôler partout. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il n'est un secret pour personne que les services publics ont toujours eu un grand problème de moyens, des moyens d'action. Et je crois que le problème a été posé au président de la République qui y a été sensible, de telle sorte qu'en septembre de l'année passée, par l'ordonnance 137B, il a pris une décision, il a autorisé que désormais, de la même façon que les régies financières ont une rétrocession mensuelle qui leur permet d'agir dans leurs sphères d'activité, de la même façon, l'inspection générale des finances aujourd'hui bénéficie d'une rétrocession. De telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule mission de l'inspection générale des finances qui se paye sans paiement de frais d'émission, ce qui n'est pas le cas dans le passé. Alors, nous vous avons invité sur ce plateau, c'est vrai, vous êtes chef des services adjoints à l'inspection générale de finances, la deuxième personnalité de l'IGF. Ce n'est pas vraiment pour parler de l'IGF, hein, ce sera pour parler du rapport Transparency International. L'IGF est là, l'IGF a pris possession, vous avez pour mission du contrôle des finances publiques, de biens de l'État et tout. Mais bon, nous continuons à être, aujourd'hui nous sommes le 10e pays le plus corrompu au monde. C'est-à-dire que rien n'a changé. Bon, je crois que on peut, lorsqu'on se retrouve devant une situation, devant un verre dont le volume est occupé à moitié par un liquide, il y a deux actions possibles, trois même. Vous pouvez vous concentrer seulement sur le côté vide du verre. Vous allez dire le verre il est à moitié vide, auquel cas on vous taxera de pessimiste. Tout comme vous pouvez vous concentrer exclusivement sur le côté plein du vide, vous serez taxé d'optimiste à outrance. Mais une possibilité, c'est d'être équilibré, de voir aussi bien le côté vide du verre que le côté plein du verre. C'est vrai que l'information que nous avons, que la RDC est régressée de 2 positions, c'est une nouvelle inquiétante. Mais au-delà de ça, la question c'est de savoir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'il n'en soit pas ainsi. Justement, je vais vous arrêter là, parce qu'on aura à en parler dans cette émission. Qu'est-ce qu'il est fait aujourd'hui? Parce que à lire ces rapports nous disent tout simplement que la corruption a encore de beaux jours en République démocratique du Congo. Le procès a commencé, hein? Oui.
L'inspection Satisfait. Mais au moins, vous savez, quand vous êtes un contrôleur, vous faites un travail et que la justice C'est l'équipe prend pensée que en j'ai ouvert, on charge, va très vite refermer. oui. En tout cas, ça ne peut que nous réjouir. Ça nous encourage dans le travail que nous faisons. C'est un élément motivateur pour le travail de l'inspection générale des finances. Donc, satisfait que la justice ait commencé le procès. Mais c'est pas, on attend, on espère bien que les personnes que les gens attendent devant le juge, ils iront devant le juge. Le plus long voyage commence toujours par un pas. C'est une interpellation, au moins qu'il parle de l'inspection générale des finances nous réjouit. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire, il a quand même de l'impact. Mais lorsque vous regardez la situation dans laquelle se retrouve le pays, vous vous demandez finalement qu'est-ce que nous allons léguer à la génération future. Et lorsque vous vous questionnez de cette façon-là, vous n'avez pas d'autre choix que de tout faire pour lutter contre la corruption, contre le détournement des biens. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo là, enfin c'est du côté de Kingasani là-bas. Une maman, elle prend juste les têtes de poissons fumés. Elle écrabouille les têtes de poissons fumés et elle est en train de vendre ça à 300 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pleine ville de Kinshasa, il y a des gens qui sont incapables d'acheter du poisson. Et qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous vous dites non, plus jamais ça. Et que chacun, à partir de là où il est, il fasse tout pour que les ressources publiques servent la cause publique. Les choses doivent changer. Les ressources publiques servent la cause publique, mais cette corruption en RDC, c'est au vu et au su de tout le monde. Oui. Je parle de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, l'action de l'inspection générale s'inscrit dans la dissuasion. Nous avons reçu dernièrement à l'inspection générale des finances un DGA d'une entreprise publique. Et il nous dit, messieurs les inspecteurs, chefs de service adjoints, vous savez que moi, dans ma société, on me donne $1000 comme frais de loyer, alors que moi, je paye plus que ça. Et on lui demande, mais pourquoi est-ce qu'on vous donne seulement $1000? Il dit, mais en fait, on a peur de l'inspection générale des finances. On s'est dit, mais si on nous donne plus que ça, demain, l'inspection générale des finances va passer pour nous demander des comptes. Ça nous fait plaisir et ça nous pousse à aller au-delà. Monsieur Victor, je reviens à vous. Vous avez entendu le député national, vous avez entendu la société civile. Vous êtes parmi le levier qu'a mis en place le président de la République pour lutter contre la corruption. Il y a vous, l'IGF, il y a la CNRF, il y a... bon, j'ai cité également la Cour de compte. Mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter la corruption? Comme vous entendez le député, c'est comme si, bon, à l'Assemblée nationale, on ne s'est pas sanctionné. Mais non, vous, ça fait 2 ans que le président de la République est là, mais nous avons perdu 2 places. Nous sommes 10e pays le plus corrompu au monde. C'est-à-dire que vous faites votre travail, vous faites beaucoup de bruit sans que la corruption ne s'arrête. Je crois qu'à travers ce que l'honorable venait de dire, je rebondis un peu à ce qu'il a dit. Pour qu'une personne soit condamnée, il faut qu'une infraction ait été déterminée. Prenons le cas des marchés publics. Il est interdit de recourir au gré à gré de manière illégale. Les conditions sont bien déterminées pour recourir au gré à gré. Dites-moi, quelle est l'infraction qu'encourt, disons, quelle est l'infraction associée au non-recours, au recours abusif du marché à gré, de gré à gré? Quelle est l'infraction? Il n'y en a pas. L'honorable a parlé des régies financières. Quelle est l'infraction liée au fait qu'une personne n'a pas atteint les assignations de recettes qu'il a lui-même déterminées? Quelle est l'infraction qui y est liée? Aucune. Donc, il est important aujourd'hui de définir les infractions qui peuvent permettre à la justice de bien condamner les personnes. Ça, c'est le premier élément. Dans ce qu'il a dit... Si je vous entends, si j'ai envie de lire entre les lignes, dans ce que vous êtes en train de me dire, vous me dites qu'il y a un problème de loi.
des textes en RDC. Il y a un problème de texte. La Constitution dit nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi. Et pour être condamné à une peine, vous devez avoir commis une infraction. Et les infractions, c'est pas vous et moi qui allons décider que tel élément est une infraction. C'est le code pénal qui détermine les infractions. Et je crois que l'honorable a dit qu'il a déposé un projet de... Il est important aujourd'hui que le code pénal soit mis à jour. Il y a des infractions qui existent que nous appelons infractions. Il y a des faits répréhensibles qui existent, mais qui ne sont pas encore érigés en infraction aujourd'hui. Alors, je rebondis à ce qu'il a dit. En ce qui concerne l'exécution budgétaire, il y a un regret tout simplement. Il y a ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Vous savez, aujourd'hui, si vous demandez à un ministre pourquoi vous n'avez pas atteint, il va vous dire non, moi j'ai engagé mes dépenses, j'ai couru derrière le ministère des Finances, j'ai couru derrière le ministère du Budget, et puis bon, les fonds n'ont pas été décaissés, et puis bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse ? Avec la gestion axée sur les résultats, malheureusement, elle devait être mise en œuvre à partir de 2018. Cela a été retardé en 2023. Avec la gestion axée sur les résultats, vous-même, vous élaborez le programme. Le Parlement met à votre disposition les moyens. Et vous venez devant le Parlement dire qu'est-ce que vous avez réalisé. Et dans ce programme-là, il y a des indicateurs qui sont déterminés. De telle sorte que si vous venez devant l'Assemblée, on vous pose la question pourquoi vous n'avez pas réalisé les objectifs que vous avez vous-même déterminés, qui ont été approuvés par le Parlement. Le prétexte du ministère des Finances, du ministère du Budget, il vous est ôté. Parce qu'avec la gestion axée sur les résultats, chaque ministre est ordonnateur de ses recettes. Bon, je crois que ce sont les deux éléments, mais je crois aussi qu'il y a des choses qui sont en train, il y a des choses qui se font. Mais j'ai envie quand même de placer un mot. Quand vous me dites qu'il y a, les textes ne sont pas mis à jour, il y a absence, mais il y a ces infractions que de cette corruption où la clameur publique c'est vu au-dessus de tout le monde. On sait que il y a détournement. Je prends le cas de Boukangalose, par exemple. Là, vous n'allez pas me dire qu'il y a un problème des textes pour... Non. L'inspection générale des finances, lorsqu'elle a fait le travail, l'inspection générale a fait le contrôle de Boukangalose. Elle n'a pas fait l'audit de Boukangalose. L'inspection générale a contrôlé le projet Boukangalose. L'inspection générale des finances, lorsqu'elle fait son travail, elle fait un effort pour que le rapport qu'elle produit soit un rapport béton. Un rapport, je dis bien un rapport béton. Et un rapport qui va dans le tiroir. Non, béton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que vous y consignez, ce sont des éléments qui seront difficilement renversables. Je donne juste un exemple. On a crié, 205, 153 millions. Ces écarts-là, ok. On a dit, l'inspection générale n'a pas fait son travail. Mais quand vous prenez le travail, le projet Boukangalose, là, il y a eu plusieurs paiements. Il y a eu des paiements à Africom, qui ont été faits directement à Africom. Il y a eu des paiements qui ont été effectués en faveur des sociétés qui font partie du holding patronné par Africom. Il y a eu des paiements qui ont été effectués en fonction des 3 sociétés qui ont été créées ici sur place. Il y a des paiements qui sont passés par les comptables publics. Est-ce que ceux qui ont avancé le chiffre de 153 millions, ils ont pris en compte tous ces paiements-là? Je ne pense pas. Donc, nous aussi, aujourd'hui, nous disons qu'il y a eu 255 millions qui n'ont pas été affectés au projet. Nous sommes capables de dire à telle date, par tel pays, tel paiement a été effectué en faveur de. Donc, nous nous efforçons en tout cas de faire des rapports béton. Mais nous sommes des officiers de police judiciaire. Le dossier a été transmis à compétence spéciale, pas générale, à compétence spéciale. Le rapport a été transmis à la justice et nous avons des occasions au cours de laquelle nous expliquons aux magistrats ce qu'il en est exactement, quitte à ce que ces personnes-là apportent l'élément contraire. Il faut se dire aussi que l'inspection générale des finances, lorsqu'elle fait, elle ne peut pas vous reprocher un fait sans l'avoir porté à votre connaissance. Mais ça sert à quoi de faire le travail, d'enquêter, de produire le rapport et ces rapports qui iront dans des tiroirs et la corruption vit ses beaux jours au pays? Ça servira à quoi? Bon, en ce qui concerne la corruption, permettez-moi quand même de relever une avancée qui a été faite au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont institué le délit d'apparence. Le délit d'apparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Moi, si je touche 1000 $ par mois et que du jour au lendemain, je me retrouve avec un bien qui coûte 100 000 $, je dois justifier comment est-ce que j'ai acquis ce bien de 100 000 $. Ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Si moi j'ai un bien de 100 000 $ alors que mes revenus sont de 1000 $, c'est à vous de prouver que j'ai volé. C'est à vous de prouver que j'ai volé pour que vous puissiez me condamner. Je pense qu'il faut, en ce qui concerne la corruption, il y a lieu de renverser la production de la preuve. Pour moi, hein, il y a lieu de renverser la production de la preuve. Il faut qu'on arrive à rapprocher ce que les individus gagnent et ce qu'ils acquièrent comme bien. J'étais content, hein, je crois que c'est l'avocat général de la CNRF avait rassemblé les conservateurs, il leur avait dit désormais, pour toutes les transactions immobilières qui ne sont pas passées par la banque, vous ne faites pas de mutation. On va aller plus loin. Lorsqu'on constate qu'il y a eu des transactions financières au niveau des affaires foncières, il faut que ceux qui ont acquis ces biens-là, qu'on leur demande, mon cher ami, comment est-ce que vous avez pu acquérir ce bien-là? Le Burkina Faso a institué le délit d'apparence. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse le faire, qu'on puisse instituer le délit d'apparence. La transparence, la société civile a intégré un élément important dans la lutte contre la corruption, la transparence. La transparence. D'ailleurs, on dit finances publiques. Quand on dit finances publiques, il y a public là-dedans. Les finances publiques, ça dit que ce sont les finances de tout le monde. C'est justement dans le cadre de la promotion de cette transparence-là qu'aujourd'hui, l'Inspection générale des finances est en train de publier des éléments, des rapports. Parce que nous nous disons, ce sont des finances publiques. Comme ce sont des finances publiques, la population doit aussi savoir, autant que faire se peut, ce qu'on fait de leur bien. Donc, si lorsque nous faisons un travail, nous avons la possibilité, après avoir obtenu toutes les autorisations requises, de mettre à la disposition de la population ce qu'il est. Parce que la clameur publique est un frein, est un frein à la corruption. Qu'on le veuille ou pas, la clameur publique est un frein à la corruption. Et c'est comme ça que vous avez décidé, vous avez décidé de toujours faire la réprobation sociale. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je sens que vous avez encore des choses à dire. Monsieur Georges, quand je regarde les questions des spectateurs, la plupart, ils disent que vous faites des enquêtes, vous faites des rapports. Je résume un peu en gros. Hein. Ils prennent le cas égal, on prend le fonds Covid. Parlons justement de ces fonds Covid, parce qu'on parle de la corruption. Je ne dis pas que vous avez été corrompu, mais vous faites votre rapport et puis vous nous dites que quelqu'un aurait retourné l'argent et puis le dossier est clos. C'est là où on se pose des questions maintenant. Non, le dossier n'était pas clos. Déjà, quand l'équipe était sur place là-bas, lorsqu'elle avait constaté qu'il y avait des fonds qui étaient destinés au paiement des primes, les fonds décaissés dépassaient le montant qui était requis. Déjà à l'époque, on avait demandé à ce que ces fonds soient reversés. Mais ce qui était quand même étonnant, au ministère de la Santé, il existe un comptable public. Nous étions surpris de lire une lettre par laquelle il était demandé au ministre des Finances d'expliquer comment est-ce que les fonds devaient être versés au Trésor public. Et l'IGF a applaudi que les fonds soient déversés au Trésor public. Non, que l'IGF, il est récupéré, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, est-ce que le remboursement... Mais il y a déjà eu faute. Le remboursement n'explique pas l'infraction. Mais dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a quand même un élément important que je voulais... Ceux qui ont étudié la corruption ont défini ce qu'on appelle le triangle de la fraude. Le triangle de la fraude, c'est quoi ? Le sommet, ce sont les pressions, c'est-à-dire que les besoins que les gens reçoivent, peut-être parce qu'ils sont sous-payés, peut-être parce qu'ils aspirent à une vie meilleure, donc ils ressentent un besoin financier. Ça, c'est le sommet du triangle. La première base du triangle, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité, c'est-à-dire qu'ils trouvent une faiblesse dans le système de contrôle interne. Dès qu'ils trouvent une faiblesse, ils en profitent. Il fraude. Et la deuxième base du triangle, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que celui qui a volé, celui qui s'est fait corrompre, rationalise, c'est-à-dire qu'il se convainc que ce qu'il a fait n'est pas mauvais. C'est le genre de phrase, tout le monde fait ça. En réalité, ce sont des réflexes de rationalisation pour dire en fait ce que je fais n'est pas bon. Donc il y a
une action importante qui doit être menée pour briser ce triangle de la fraude, c'est agir au niveau de l'opportunité, agir au niveau du contrôle interne. Et j'ai parlé d'une ordonnance que le chef de l'État a signée en septembre. Dans cette ordonnance-là, il y a le volet auditeur de l'inspection des finances qui est mis en exergue, cela par l'érection d'une brigade. Nous avons une brigade d'audit. La brigade d'audit, son travail, c'est apprécier le contrôle interne dans les différents... Parce que si le contrôle interne il est efficace, vous avez beau subir des pressions financières, mais si le contrôle interne il est efficace, l'opportunité ne se présentant pas, vous ne serez pas corrompu. C'est ainsi que dans le cadre justement du renforcement du contrôle interne, il y a un programme avec le COREF, le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, un programme de l'audit basé sur les risques. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ministères dans lesquels l'inspection générale des finances est passée pour élaborer la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est quoi? Un risque, c'est tout ce qui peut empêcher la réalisation des objectifs assignés. Il y a un certain nombre de ministères dont nous avons fait la cartographie des risques et nous pensons que dans le long terme, cela pourra produire des résultats. Alors, j'ai une centaine de messages ici, mais moi je vais prendre la volée comme ça. Je le lis, tel que le détecteur l'a écrit. Il dit « La police judiciaire de parquet et son service antifraude » c'est une question à vous. La police judiciaire de parquet et son service antifraude ont des agents capables, bien formés, qui peuvent lutter contre ces fléaux qui est la corruption, s'ils sont appuyés par le gouvernement. Or, l'IJF n'est pas un service de répression, est un service d'audit interne. Il doit travailler avec la police judiciaire de parquet pour bien traquer les auteurs des infractions. ANER et autres services de renseignement civil des MEAP militaires, lutter contre la corruption et la fraude et à la police judiciaire et non à l'IJF. Je crois que l'honorable a dit, vous savez, il a dit ici, le corrupteur et le corrompu sont intelligents. Donc il faut arriver à démêler, le mécanisme mis en place. Bon, je crois que, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'en droit administratif, les compétences sont d'attribution. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez eu cette attribution-là. L'IGF ne peut pas avoir la prétention de seul lutter contre la corruption. Je vous donne un exemple. Quand il dit, la police judiciaire des parquets, c'est une possibilité. Mais moi, je discutais avec un inspecteur judiciaire. Il m'a dit, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé que cette société-là, dans son rapport aux actionnaires, avait ressorti un bénéfice différent de celui qui a été déclaré. Moi, je lui ai dit, monsieur l'inspecteur, attention, ça dépend de quelles normes on a utilisées pour élaborer les états financiers. Vous savez qu'il m'a demandé une norme, c'est quoi? Donc je crois que ce n'est pas un problème de dire tel service est plus capable que tel autre. Chaque service, dans son cadre, doit procéder à un renforcement des capacités. Le renforcement des capacités. Personne dans ce pays ne peut prétendre lutter seul contre la corruption. L'honorable a parlé d'une loi, d'un projet de loi de protection des dénonciateurs. Vous savez que c'est... D'abord, la corruption, c'est restreint. Ceux qui procèdent, c'est vraiment un cadre restreint. De telle sorte que si l'information filtre, il est facile de dire non, ça ne peut venir que de tel ou tel. Il y a des pays qui ont mis en place des mécanismes de protection des dénonciateurs. Le dénonciateur, s'il se sent protégé, il franchit le Rubicon. Mais s'il sait qu'il n'est pas protégé, il ne va pas le franchir. Il y en a qui procèdent à un changement carrément d'identité. On vous donne une autre identité et puis c'est... Il y en a qui mettent en place des mécanismes d'anonymat. Il y a même des nations qui ont signé des conventions pour extrader
pour extrader les dénonceurs. Quelqu'un qui a RDC, il dénonce, la RDC s'entend avec la Belgique, comme il a dénoncé ici, on l'expatrie. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de monopole de tel ou tel service, que chaque service, dans ce qu'il fait, procède à un renforcement des capacités et lire et lire pour être à jour. Alors, tant que nos textes seront obsolètes, tant que nous n'aurons pas des textes, alors ce qui veut dire que vos rapports, vos enquêtes resteront de lettres mortes. Non, il y a un procès qui s'est ouvert hier. Il y a un procès qui s'est ouvert hier à la prison centrale de Makala. Quel a été le déclencheur de ce procès? À l'EPST, on a constaté que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement primaire. Moi, j'ai eu affaire à l'époque à la cartographie du SECOPE. On avait relevé qu'il y avait beaucoup d'enseignants au niveau du SECOPE qui prestaient, mais qui n'étaient pas pris en charge financièrement. Lorsqu'on a finalement décidé d'envoyer une mission de SECOPE, on a constaté qu'il y a de nouvelles unités qui ont été prises en charge et qui sont payées, alors que ceux qui étaient là avant, qui travaillent depuis des années, ne sont pas payés. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, pourquoi? Mais c'est quand même bizarre qu'on ait ouvert le procès Sekopé alors que Bukangalonzo, qui est avant Sekopé, on n'a pas encore le procès. Bon, là, on n'est pas encore sur le procès égal. Il y a tellement. Bon, je ne suis pas dans le calendrier. Je ne suis pas dans le calendrier de la justice. Peut-être parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ici que la Banque mondiale a décidé de ne pas donner 100 millions de dollars parce que finalement, vous savez, le contrôle produit ce qu'on appelle l'assurance raisonnable. Lorsque vous contrôlez, c'est-à-dire que vous voulez vous assurer que les biens et les moyens qui sont mis à la disposition de la structure sont utilisés à bon escient. Moi, j'ai écrit là-bas, lutte contre la corruption, combat de tous. Combat de tous, ça veut dire que tout le monde doit s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Parce qu'on a toujours l'impression que la lutte contre la corruption, c'est un combat des autorités. Non, il y a ce qu'on appelle la petite corruption et la grande corruption. Tout le monde doit s'engager dans la lutte contre la corruption. Alors, un message ce matin pour notre l'IJF? Oui, le dernier mot. Pour aujourd'hui, il y en a qu'on oui, le dernier mot pour aujourd'hui. Hein. Mes chers amis congolais, le respect des textes doit nous conduire dans tout ce que nous faisons chaque jour. Des textes qui sont obsolètes, qui n'existent pas. Non, les textes ne sont pas obsolètes. Quand vous prenez la loi sur les marchés publics, c'est la même loi qui existe partout dans le monde. C'est pas une loi sur les marchés qui est obsolète, mais c'est la même loi partout dans le monde. Sauf que nous devons tout mettre en œuvre pour l'appliquer.